croire qu'il n'y ait pas dans l'univers quelque chose de mieux que nos bipèdes humains. Je veux trouver. C'est Charlton Heston qui parle. Envoie un dernier message. Dis à la Terre que nous avons atteint notre but. Le monde inconnu qu'il découvre dans l'espace défie tout ce que l'esprit peut concevoir. Une planète où les êtres supérieurs sont les singes. Où les singes construisent les cités, fixent les lois et les divinités. Possèdent les armes pour chasser les êtres humains terrifiés et traqués au fond des jungles. Mis en cage ou exhibés dans les musées. 20th Century Fox a porté à l'écran La planète des singes. D'après le plus grand roman de Pierre Boulle depuis le pont de la rivière Kwai. Avec un monde devenu fou, une civilisation à l'envers dont l'existence paraît incroyable. Oui, un monde de folie et de terreur. L'homme est incapable de comprendre. Tout au plus arrive-t-on à leur apprendre quelques tours faciles, mais c'est tout. Vous avez osé. Vous avez détruit son cerveau, espèce d'ignoble babouin. Mais c'est un monde de fous. 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 Mais ça ne s'est pas terminé là. Ça s'est terminé par un épisode si imprévisible, si dément, que par comparaison, l'horreur qui l'avait précédé en devenait calme et douce comme une nuit d'été. Un nombre considérable de savants ont travaillé très longtemps pour répondre à cette question. À quoi ressemblerait notre civilisation si l'évolution de la race humaine était inversée? L'homme serait dominé par les singes. Des centaines de techniciens et un nombre encore plus important de maquilleurs ont été réunis pour assister les producteurs, le scénariste, le metteur en scène et les acteurs. Le docteur Cornelius est Roddy McDowall. Le docteur Zira est interprété par Kim Hunter. Le docteur Zaius par Maurice Evans. Et Nova par Linda Harrison. Je ne vous ai pas encore dit que le tribunal vous a confié à ma garde pour que je dispose de vous en dernier ressort. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Non. D'abord, l'émasculation. Ensuite, chirurgie expérimentale sur les centres de la parole dans les lobes de votre cerveau. Vous deviendrez en quelque sorte un mort-vivant. La planète des singes fait exploser les frontières de l'imagination. La planète des singes, la vraie, la seule, l'unique, sortie en 1968. C'est un des plus grands films de science-fiction avec une star immense qui était Charlton Heston et dont je vais vous parler pour ce petit épisode. J'aime bien parler des films d'une façon un peu différente à travers un acteur et des acteurs qui ont marqué leur époque et le cinéma. Charlton Heston, c'est un monument à lui tout seul. La planète des singes, c'est d'abord un roman d'un écrivain français, Pierre Boulle, qui n'est pas un inconnu. Il avait déjà écrit un roman qui a eu un succès que l'on connaît, puisqu'il est devenu, là encore, mais avant La planète des singes, un énorme succès dans le monde entier. C'est Le pont de la rivière Kwai, avec Alec Guinness, William Holden, Sessue Hayakawa, bref, un chef-d'œuvre. Et Pierre Boulle avait quand même plus d'un tour dans son sac, puisqu'il fait sortir chez Julliard en 1963 cette planète des singes. Les Américains sont des gens intelligents, surtout les producteurs hollywoodiens. Ils vont chercher partout dans le monde entier, et surtout en Europe. Les Américains ne sont pas des créatifs, ce sont des industriels, et surtout dans le cinéma. Mais ils ont l'intelligence, justement, d'aller chercher les créatifs qu'il faut, et ils savent repérer les talents, et les talents sont en Europe. La planète des singes va être un succès phénoménal. Et il y aura une saga, et vous voyez s'afficher derrière, les années s'enchaînent, presque tous les ans, on a une série de plusieurs films. Il ne manquait plus que le fils de la planète des singes, ou le retour du fils de la planète des singes. Bref, la saga s'est égrenée pendant de longues années, jusqu'au milieu presque des années 70, mais il y a un essoufflement, et
le filon s'est tari, mais il a rapporté énormément d'argent. Mais avant de rentrer dans le côté cinématographique, je voudrais qu'on parle un peu de Pierre Boulle. Pierre Boulle, c'était un drôle de personnage, grand résistant, qui a reçu la Croix de guerre, qui a vraiment connu les combats de la résistance, qui a été un grand soldat et qui était aussi un ingénieur. Et donc il écrit ce roman, La planète des singes, qui sort en 63 donc, et il est l'invité de Pierre Desgroupes dans une émission qui devait être Lecture pour tous, je pense, peut-être, je n'ai pas vérifié, où il explique en fait de quoi parle La planète des singes. Parce que les films de science-fiction, ce n'est pas uniquement du grand spectacle, c'est aussi un regard en creux de notre présent, puisqu'on parle d'un futur, mais c'est pour mieux parler de notre présent. Et j'ai trouvé un petit extrait dans cette émission où il nous dit en fait de quoi parle La planète des singes. Je vous propose tout de suite d'écouter Pierre Boulle nous dire en fait c'est quoi son roman, c'est quoi La planète des singes. Écoutez-le. Je ne sais pas si vous avez jamais vu un singe dans un gorille ou un orang-outan dans un zoo. C'est un spectacle absolument extraordinaire. Mais passons sur les singes, les hommes. Je veux dire, dans quelle situation précise vous avez vu des hommes et ça vous a fait penser que ça pourrait être des singes? Dans beaucoup de situations, dans beaucoup de manifestations, en particulier une dont j'ai parlé dans mon livre. Il s'agit d'une visite à la Bourse. C'est un exemple, je crois, effectivement, c'est une chose qui m'avait frappé. Et je crois vraiment, en toute sincérité, qu'un être de bon sens qui n'est pas prévenu à l'avance et qui se trouve transporté à la Bourse de Paris, par exemple, ne peut pas imaginer une seconde que les êtres qu'il a sous les yeux sont des homo sapiens. Il ne peut pas imaginer qu'ils agissent par raison, ce n'est pas possible. Vous voulez dire qu'ils sont conditionnés? Oui, on dirait absolument que tous leurs réflexes sont des réflexes conditionnés, que leur comportement est un comportement animal où l'intelligence n'a aucune part. Je vous ai cité la Bourse, je pourrais vous citer bien d'autres choses, beaucoup de manifestations collectives. C'est une impression qui m'a très souvent, qui s'est imposée. Oui, en particulier, je parle dans mon livre aussi de certaines réunions politiques, certains procès, où les réactions des acteurs, si vous voulez, aussi bien des avocats que des juges que des procureurs, la même chose, ne m'ont paru relevé à aucun degré de l'intelligence, mais pas du tout. Pierre Boulle nous dit c'est une satire. C'est donc ce que je vous disais tout à l'heure. On parle du futur que l'on imagine pour mieux parler de notre époque contemporaine. Et je vous ai montré tout à l'heure les affiches, les années de sortie de la saga de La planète des singes, qui est née à la fin des années 60 pour courir jusqu'au milieu des années 70. Et il y a eu après une autre série avec en 2001 Tim Burton, très grand réalisateur tellement personnel, qui arrive à créer une œuvre personnelle dans cette industrie terrible qu'est Hollywood, et il signe un très beau film. La planète des singes nous parle en fait de la bestialité de l'homme, la bestialité humaine. Et en fin de compte, qu'est-ce que nous dit Pierre Boulle quand il dit regardez les gens à la Bourse, etc. Les gens sont fous. Son propos est toujours d'une très grande actualité. Il nous dit aussi que les animaux sont peut-être plus humains que nous. Alors évidemment, la saga qui a suivi, parce que on est à une époque qui n'invente rien. On ne sait faire que des copies, des remakes, des séquelles, des pré je ne sais quoi, etc. C'est quand même d'une platitude affligeante. Il n'y a plus de scénaristes. On refait des sagas. Je suis désolé de le dire pour ceux qui aiment cette série, mais La planète des singes d'aujourd'hui, c'est un spectacle qui n'a ni queue ni tête. C'est de la CGI, c'est un dessin animé pour adultes qu'on va décérébrer parce qu'on ne raconte plus rien. On s'est tellement éloigné du propos premier de cette histoire et on fait n'importe quoi pour gagner de l'argent. On est à une époque où le cinéma, depuis quand même, j'allais dire 20 ans, ne crée plus rien. On ne sait faire que des remakes et qui sont très très mauvais. Le dernier grand créateur
en matière de science-fiction, ça reste quand même George Lucas, à qui d'ailleurs on vient de remettre fort heureusement une palme d'or d'honneur au Festival de Cannes. Mais enfin, c'est sorti en 78, La Guerre des Étoiles. Bon, depuis, on n'arrête pas de tirer sur la corde, puisque Disney a racheté les studios de George Lucas. Mais quand est-ce qu'on va redonner la parole aux créateurs et faire du cinéma? Je me répète, mais le cinéma, c'est donner de l'émotion en racontant des histoires, et non pas en faisant des photocopies, et non pas en croulant sous la technologie avec des images qui pètent dans tous les sens, qui sont abrutissantes, avec des salles de cinéma. Bientôt, il va pleuvoir sur la tête des gens quand on verra une scène d'orage. Non, je crois qu'on est très 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 loin du cinéma. Il faut revenir à un cinéma avec des scénaristes, des vraies histoires à raconter, et arrêter de faire, parce que là on est parti pour dans 10 ans avoir une 3e saga de la planète des singes. Il s'agirait bien d'inventer autre chose. Je referme cette parenthèse, mais c'est pour dire que le sujet de la planète des singes, il n'est pas aussi anodin qu'on peut l'imaginer. Il parle d'une véritable question qui est plus que jamais d'actualité. L'homme, comme dit le proverbe latin, Homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme. C'est ce que raconte la planète des singes. L'homme ne sait faire qu'une chose, essentiellement, et il adore ça, c'est détruire. Et je vous propose de regarder un extrait de La planète des singes, celui de la fin, celui de cette scène où George Taylor, l'astronaute qui est interprété par Charlton Heston, découvre qu'il n'est pas sur une planète loin de son système solaire, qu'il est en fait sur la Terre. Regardez cette scène qui est admirable. God. I'm back. I'm home. All the time it was... We finally really did it. You maniacs! You blew it up! Oh, damn you! God damn you all to hell! Et avant de vous parler de Charlton Heston, j'ai trouvé quelques documents qui sont assez intéressants. J'ai retrouvé un petit reportage, en fait c'est même pas un reportage, c'est un des acteurs très connus de La planète des singes, qui est Roddy McDowall, qui se filme pendant qu'on le maquille. C'est un document, il a une petite caméra Super 8, je crois, ou 16, à vérifier, et il n'y a pas de son, juste une musique, et regardez le maquillage à l'époque, et c'est intéressant parce que, imaginez que les maquillages de cette époque, donc 1968, ça fait un bail,
n'ont pas tellement souffert de la comparaison avec ce qui se fait aujourd'hui. Au moins, tout ce qu'on voit à l'écran existe, est vrai, on y croit. Ce n'est pas l'image faite par l'ordinateur, la CGI. Une fois de plus, le cinéma est en train de se détruire avec cette histoire de CGI. Bref, ça c'est une autre histoire. Regardez ce document que j'ai un peu rétréci, accéléré, mais qui est assez amusant à voir. Alors Charlton Heston, bon, les plus jeunes d'entre vous, évidemment, ne s'en souviennent pas. Ça a été un des plus grands acteurs hollywoodiens, parce qu'en plus, il a une particularité, c'est qu'il a tourné dans les plus grosses productions de l'époque, qui étaient notamment réalisées par le fameux Cecil B. DeMille. En 1956, il tourne dans Les 10 Commandements, il joue le rôle de Moïse, et 3 ans plus tard, en 1959, c'est Ben-Hur, où il joue le rôle du prince Ben-Hur, qui est un film increvable. Là encore, le remake qui est sorti il y a une dizaine d'années, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y a vraiment des moments, Hollywood devrait s'abstenir de faire des remakes, de dépenser un peu plus d'argent pour payer des auteurs que pour acheter des effets spéciaux à la noix. Franchement, c'était une catastrophe. Alors Charlton Heston, c'était un personnage très 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 complexe. D'abord, sa carrière, j'essaie toujours de trouver, pour parler d'un acteur, un document où il nous raconte un peu lui-même, il est le mieux placé pour en parler, de sa carrière. Et regardez, c'est un extrait de cette émission qui était géniale, sur Antenne 2, qui s'appelait Cinéma. C'était des reportages faits de façon assez cinématographique. Et dans ce reportage, Claude Ventura et Anne Andreu interviewent chez lui, à Hollywood, en 1982, Charlton Heston, qui nous parle de sa carrière et des réalisateurs avec qui il a tourné. Do you always get up that early? Yes, I suppose it has to do with doing so much of my work in film, but I usually get up around 6 and do my workout, and then have the pleasure of imagining for at least a few hours that I'm ahead of the rest of the world. Then they catch up to me. Over the years, you work with lots of big-name directors. I would like you to mention the ones that you learn from, as a director. Well, I think you learn something from every director that has any talent at all.
I've been very lucky in my career to have worked with some of the great directors of the last 30 years. Wyler, Stevens, DeMille, Orson Welles, Laurence Olivier, Sam Peckinpah. I live in hope to work for David Lean. And of course, there are many directors that have come up in the last few years that I would like to work for. Coppola. Is there one in particular that sort of taught you a little bit more? Maybe because you're an actor and you plan your own things. I think I perhaps learned more about acting from Orson Welles than I did from most of the other directors, although I don't think I did my best work for Orson. But Orson is an actor himself, although he insists he doesn't like acting. I don't think that's true. Orson is an actor as a director, and he communicates very well with actors. And I came to understand some of the differences, the actual nuts and bolts of acting for the camera from Orson. Alors Charlton Heston, c'est ce que je vous disais, c'était un personnage très complexe, à la fois progressiste et rétrograde. Après, vous savez qu'avec l'âge, on ne s'arrange pas. Y a rarement de nonagénaires qui sont de gauche, à part quelques fous, non, ça c'est pour la rigolade. Mais Charlton Heston a été très impliqué dans le syndicalisme, dans la défense des droits de l'homme. En 1963, il fait partie du mouvement des droits civiques. Il y a un rôle très important. Il représente un peu tout le monde des acteurs d'Hollywood. Il n'est pas le seul. Il participe à la marche sur Washington avec Martin Luther King. C'est un acteur qui va soutenir Kennedy. Il est démocrate. Mais 20 ans plus tard, il devient républicain et il va soutenir Ronald Reagan. On peut le comprendre, Ronald Reagan devait certainement être un de ses amis puisqu'il était acteur. Mais après, il y a quand même une dégradation. On va garder aujourd'hui de Charlton Heston cette image assez déplorable de la NRA. Vous savez qu'aux États-Unis, ce fameux deuxième amendement auquel l'Américain moyen est très attaché, qui permet à n'importe quel particulier, dans certaines conditions, d'avoir des armes, et on sait les ravages que cela fait aux États-Unis. Mais il y a deux Amériques. Il y a l'Amérique profonde et l'Amérique de la côte Est. Et ces gens très policés ne comprennent pas que des ploucs et des armes, mais ça, c'est les restes du Far West. Bref, c'est un autre débat où nous, Européens, nous ne comprenons pas grand-chose, et je pense qu'il vaut mieux s'abstenir d'avoir un jugement là-dessus. C'est comme pour la tauromachie en Espagne. Je pense qu'à un moment donné, il vaut mieux avoir la sagesse de respecter l'opinion des autres. Je sais bien qu'aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. La tolérance est une vertu qui, aujourd'hui, n'est pas très en vogue. Et je voulais vous montrer deux documents. Ce premier document, vous allez voir, on voit, je dirais, la face un peu sombre, obscure de Charlton Heston. C'est pendant la campagne électorale où Al Gore, qui était vice-président, se présente, et il sera battu. Et Charlton Heston, qui est à l'époque le président de la NRA, va faire le buzz avec ce discours et ces images. Regardez. When loss of liberty is looming, as it is now, the siren sounds first in the hearts of freedom's vanguard. The smoke in the air of our Concord bridges and Pearl Harbors is always smelled first by the farmers who come from their simple homes to find the fire and fight, because they know that sacred stuff resides in that wooden stock and blued steel, something that gives the most common man the most uncommon of freedoms. When ordinary hands can possess such an extraordinary instrument, that symbolizes the full measure of human dignity and liberty. That's why those 5 words issue an irresistible call to us all
and we must. So, as we set out this year to defeat the divisive forces that would take freedom away, I want to say those fighting words for everyone within the sound of my voice to hear and to heed, and especially for you, Mr. Gore. From my cold, dead hands. Ce sont des images que nous, Français, Européens, ça nous paraît complètement surréaliste. Mais bon, c'est la droite américaine, Charlton Heston était contre l'avortement, mais c'est très curieux, cet homme a eu un peu toutes les idées possibles, mais en même temps était très impliqué. Mais heureusement, il y a toujours quelque chose, c'est comme dans les films américains, il y a un happy end, et Charlton Heston était aussi quelqu'un qui savait avoir un peu de recul sur lui-même. Et voici un petit extrait du fameux Saturday Night Live, où, et là on est à New York, avec des comédiens qui ne sont pas du même bord politique que Monsieur Charlton Heston. Mais c'est la grande intelligence de ces immenses stars, de savoir se moquer d'eux-mêmes. Et je vous propose de regarder ce petit sketch qui est ma foi sympathique. Il est assez âgé encore, Charlton Heston, mais il a encore beaucoup d'humour. Voilà, je vous ai présenté pour ceux qui avaient oublié ou qui ne connaissaient pas Charlton Heston, ces petits documents. C'était quand même un acteur vraiment formidable qui a tourné dans tellement de grands films.
Je n'ai bien sûr pas tout cité. Quand Charlton Heston nous parlait d'Orson Welles, bien sûr, il y a ce film merveilleux qui s'appelle La soif du mal, qui n'est pas un des meilleurs films d'Orson Welles ni de Charlton Heston, mais quelle filmographie extraordinaire. Je ne vous ai pas non plus parlé de Franklin Schaffner, qui est le réalisateur de La planète des singes en 1968. C'est un grand technicien, quelqu'un qui sait très bien manier les grosses machineries hollywoodiennes. Dans les années 70, il va tourner 2 films qui seront des succès planétaires, Patton et Papillon, avec Steve McQueen, qui est proprement un très très grand film, avec Dustin Hoffman. Et là encore, le remake qui a été fait il y a quelques années n'est vraiment pas à la hauteur. S'il vous plaît, arrêtez de faire de mauvais remakes. On perd notre temps et c'est une catastrophe. La seule chose bénéfique, c'est qu'on se rend compte que le premier film est un chef-d'œuvre à côté de la platitude de ce que vous nous présentez. Voilà, bref, ce ne sont bien sûr que mes avis, et donc je les partage. Et si vous ne les partagez pas, vous en avez totalement le droit. Et vous savez que je ne suis pas péremptoire du tout, en tout cas j'essaie de ne pas l'être. Mais c'est bien de temps en temps d'exprimer ses avis sans choquer les gens. Mais tout ça, je pense, dans l'amour du cinéma, nous avons envie de voir de bons films et de la nouveauté. Je pense que c'est très important. Ce cinéma d'aujourd'hui manque de créativité, de création, d'idées. C'est ça qui nous manque. La matière grise, l'imagination, et non pas tout le temps l'ordinateur et maintenant l'intelligence artificielle. C'est la nouvelle tarte à la crème. Arrêtons, débranchons. Pour écrire un bon scénario, vous savez ce qu'il faut? 2 choses. Une feuille de papier et un stylo. Voilà. J'espère que je vous ai donné envie de revoir La vraie planète des singes de Franklin Schaffner en 1968. Des centaines de techniciens et un nombre encore plus important de maquilleurs ont été réunis pour assister les producteurs, le scénariste, le metteur en scène et les acteurs. Le docteur Cornelius est Roddy McDowell. Le docteur Zira est interprété par Kim Hunter. Le docteur Zaius par Maurice Evans. Et Nova par Linda Harrison. Je ne vous ai pas encore dit que le tribunal vous a confié à ma garde pour que je dispose de vous en dernier ressort. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Non. D'abord, l'émasculation. Ensuite, chirurgie expérimentale sur les centres de la parole dans les lobes de votre cerveau. Vous deviendrez en quelque sorte un mort-vivant. La planète des singes fait exploser les frontières de l'imagination.